Bien, mais écoutez, nous allons démarrer. Jérôme Cabi, je suis le délégué général de la FNEJ. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation de la seconde partie de l'étude FNEJ 2024 qui était consacrée aux IA génératives et à leur usage dans le domaine de l'enseignement supérieur en sciences de gestion et du management, et en particulier dans la dimension éducative, donc quel impact pour les enseignants et pour les étudiants en termes d'usage dans le cadre de nos activités. Euh, J'accueille aujourd'hui Cécile Godet, qui est professeure à l'Université d'Aix-Marseille, et Régis Messonnier, qui est professeur à l'Université de Montpellier, qui ont rédigé cette étude pour le compte de la FNEJ et que je remercie à cette occasion. Cette étude fait suite à une première étude qui avait été réalisée par d'autres collègues et une étude qui était plutôt quantitative pour laquelle nous avions déjà fait un webinaire. Ici, c'est plutôt une dimension qualitative, donc pour rentrer dans le détail des usages des IA génératives et en particulier des usages précurseurs, comme ils auront l'occasion de vous l'indiquer. Quelques éléments d'organisation. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez trouver dans quelques jours sur Fnage Media, sur notre chaîne YouTube, l'enregistrement de ce webinaire. Par ailleurs, les deux parties de l'étude, la première que je mentionnais et la deuxième partie, celle qui vous est présentée aujourd'hui, sont d'ores et déjà téléchargeables sur le site de la FNEJ, donc vous pouvez à loisir consulter le document, le télécharger, le diffuser, il n'y a pas de souci particulier. Nous sommes en Zoom, mais en format webinaire, donc c'est un format qui est un peu particulier puisque si vous participez, vous ne pouvez pas poser de questions orales, on ne vous voit pas. Pour poser des questions, vous avez sur l'écran quelque chose qui s'appelle Q&R, Q&R. Donc c'est là que vous pouvez poser vos questions par écrit. Donc ces questions, elles sont consultables par à la fois les deux présentateurs et par moi-même qui jouerai le rôle de modérateur, c'est-à-dire qu'à l'issue de la présentation par Cécile et Régis de l'étude, eh bien, je prendrai dans les questions celles qui sont posées. J'essaierai de faire en sorte que la plupart des questions soient traitées. Je les regrouperai parfois pour que nos deux intervenants puissent répondre à vos questions. Et on peut aussi parfois répondre par écrit. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas le chat, utilisez bien la fonction QNR qui nous permet de bien suivre le fonctionnement. Et je vois que Monsieur Déby a déjà compris comment ça fonctionnait. Merci, ça montre que tout fonctionne normalement. Je vais immédiatement céder la parole à Cécile et Régis pour vous faire cette présentation. Merci à eux. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous souhaitions remercier la FNEJ de nous avoir permis, bien sûr, de mener cette étude et de vous en livrer, on va dire, la substantifique moelle aujourd'hui. Alors, quelle est la genèse de cette étude? Rapidement, hein, ça démarre en mars 2023, lorsque mon collègue Christophe Fournier me convainc d'organiser un webinaire sur la révolution qui s'est produite quelques mois plus tôt lorsque une IA générative, plus connue sous le nom de ChatGPT, fait une entrée fracassante sur la place publique et pose bien des questions et des débats dans différents métiers, dont le nôtre. Donc, il y a eu l'idée de réunir des enseignants-chercheurs sur ce sujet-là, de débattre des effets, enfin, des fonctionnalités déjà, des possibilités offertes par ces nouveaux outils et puis des conséquences que cela pouvait avoir sur notre métier d'enseignant et de chercheur. Et on a été agréablement surpris du nombre d'inscriptions, puisqu'il y a eu plus de 1300 personnes qui ont participé à ce séminaire, ce qui nous a amené à considérer qu'il fallait peut-être pousser un petit peu plus loin l'étude et avec certains participants, nous avons convenu de proposer un projet d'étude plus approfondi à la FNEJ qui a donc accepté une étude qui s'est déroulée en deux volets. Donc, comme l'a évoqué Jérôme, le premier volet qui a été publié au mois de juillet dernier a été mené à bien par nos collègues Alain Goudet, Philippine Loupiac et Bernard Quignot. L'objectif là était de faire un petit peu un état de l'art des usages
actuelle des IA génératives et de ChatGPT en particulier, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau des enseignants, comment ils ressentaient, comment ils utilisaient ces outils-là, et quelles étaient les positions prises par les responsables d'établissement. Donc, c'est un questionnaire auquel probablement beaucoup parmi vous ont répondu, hein, qui a été mené, plus de 700 réponses qui ont été obtenues et qui ont permis d'établir des résultats statistiques assez intéressants. Et je vous renvoie bien sûr sur l'étude en question. Nous, avec Cécile Godet, nous avons souhaité aller peut-être un petit peu plus en profondeur sur un segment plus précis de la population enseignante et tout particulièrement celles et ceux qui déjà affichaient des usages assez avancés des IA génératives dans le cadre de leur cours. Donc des enseignants quelque peu précurseurs, hein, en somme, et qui peut le plus, peut le moins, en considérant que ces usages avancés permettaient d'obtenir des retours d'expérience sur lesquels on pouvait capitaliser et formuler peut-être des recommandations à l'intention de nos institutions, des établissements d'enseignement ou des associations académiques. Donc, nous avons en tout effectué 22 interviews avec donc, des enseignants-chercheurs d'universités, d'établissements universitaires, d'écoles de commerce, et ce, sur la plupart des académies françaises. Donc, c'est ces résultats-là que nous allons vous présenter dans les grandes lignes aujourd'hui. Et une des particularités déjà de cette étude-là, ça a été déjà d'observer que ces enseignants qui avaient des usages avancés ne se limitaient pas à l'utilisation, on va dire, d'IA générative grand public comme ChatGPT ou Perplexity, mais au contraire avaient exploré des intelligences artificielles génératives plus spécialisé que va maintenant vous présenter Cécile. Alors merci Régis. Effectivement, donc déjà un premier résultat que nous avons obtenu est que les collègues, mais également les ingénieurs pédagogiques que nous avons interviewés, sont pour la très large majorité d'entre eux, ont pris la décision de payer hein, des abonnements à des IAG, donc pour pouvoir vraiment explorer au plus près les opportunités associées à ces outils, mais également leurs limites. Donc c'est ce qui ressort ici, des IAG spécialisés évidemment. Donc là, on vous les montre pas, mais ce sont celles qui sont vraiment aujourd'hui bien connues, Perplexity, Llama, ChatGPT, Gemini. Voilà, et d'autres également, mais bon, des outils qu'on connaît bien tous maintenant. Mais effectivement, ces adopteurs précoces se sont très vite abonnés à des outils d'intelligence artificielle qui se spécialisent dans des domaines spécifiques. Donc vraiment entraînés à réaliser des tâches particulières. Là, on vous donne quelques exemples. Mais il y en a qui sont plus, on va dire, qui vont ressortir particulièrement, notamment tous les outils qui vont permettre de réaliser des revues de littérature. Donc, on a Elicit, par exemple, on a Research Rabbit, SciSpice et compagnie, qui sont des outils spécialisés qui ont été largement explorés par les personnes que nous avons interviewées. Aussi des outils qui vont plus venir en support de nos activités d'écriture. Par exemple, tout ce qui concerne le proofreading. On a plusieurs de nos interviewés qui nous ont cité Curie.ai, par exemple, qui est un outil qui effectivement est relativement performant dans tout ce qui va concerner le proofreading. Je vous laisse voir tous ces outils-là. On en dit davantage dans dans le rapport, mais n'hésitez pas. Mais voilà. Pour le coup, ça, c'est un premier résultat. Une autre chose sur laquelle je veux également insister, c'est que ces personnes-là que nous avons interviewées sont vraiment, ils mettent en œuvre vraiment une veille constante sur des outils qui, et ça ne vous a pas échappé, évoluent et se perfectionnent sans cesse. Donc, c'est pas facile de toujours être à la page et de savoir finalement quels sont les outils qui sont les bons, quels sont ceux qui sont finalement obsolètes au regard des fonctionnalités offertes par d'autres. Et les adopteurs
adopteurs précoces là, que nous avons interviewés sont vraiment dans cette veille constante et puis dans une vraie démarche d'expérimentation. Donc l'idée, c'est, je le répète, à la fois découvrir les opportunités, mais on n'est pas non plus sur des technophiles fous, loin de là. Il y a vraiment une démarche assez prudente, assez critique, avec la volonté de très vite percevoir les limites de ces outils, voire les risques encourus. Alors, ces outils-là, Régis, tu peux passer si tu veux. Ces outils-là, dans le domaine pédagogique, ils vont concerner, on va dire, trois grandes familles d'activités. Donc la première, le premier grand domaine pédagogique dans lequel sont utilisés ces outils d'IAG à la fois donc généralistes et spécialisés, sont déjà de produire des syllabus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de gagner du temps, en fait, sur une activité, somme toute, qui est très chronophage hein, dans notre quotidien, c'est-à-dire cette production de syllabus, mais c'est gagner du temps, certes, mais c'est aussi vraiment la volonté de découvrir de nouvelles approches, de développer de nouvelles idées de contenu, de nouveaux exercices, d'adopter de nouveaux modes pédagogiques. Et finalement, en challengeant l'outil, c'est vrai qu'il peut ouvrir sur des pistes auxquelles on n'avait pas pensé tout seul. Donc ça, c'est le premier domaine, la production de syllabus. Le deuxième grande catégorie d'usage pédagogique, on va la retrouver dans la génération de contenu. Cette génération de contenu, elle va concerner, par exemple, des QCM personnalisés, surtout que là, aujourd'hui, il y a vraiment des outils qui sont spécialisés maintenant pour faire ça, ou sur ChatGPT, par exemple, des GPT, etc. Donc, on est vraiment sur des choses qui peuvent être de plus en plus intéressantes. Réaliser, par exemple, des synthèses d'articles, réaliser des abstracts un petit peu plus ramassés. Et puis, on a quand même beaucoup d'interviewés, donc 40% d'entre eux, qui ont créé une étude de cas. Donc là, créer l'étude de cas, ça implique souvent une production de contenu qui va être quand même un petit peu plus complexe que les QCM, avec des visées pédagogiques beaucoup plus, on va dire, ambitieuses. L'idée étant, on a aussi des collègues qui ont demandé à l'IA de, comment dire, de reprendre leur style d'écriture pour construire l'étude de cas, c'est-à-dire des contenus qui vont être de plus en plus personnalisés. Et enfin, la troisième catégorie d'usage dans ce grand domaine qui est la création de cours, elle va concerner la création de vidéos. C'est vrai que nombreuses sont les personnes que nous avons interviewées qui se sont lancées dans cette création vidéo. La plupart du temps, ce sont des créations vidéo, des capsules multilingues, avec des vidéos qui sont donc automatiquement traduites. Bon, l'outil dont il parlait souvent était iGen, forcément, si vous voulez, c'est un outil qu'on connaît bien. Maintenant, quand je vous disais qu'il n'y a pas comment dire, de posture vraiment technophile, genre la technologie c'est magique et puis finalement on va porter aucun regard critique, c'est pas du tout le cas. L'idée là, c'est vraiment de tester et puis de voir. Là, en l'occurrence, clairement, ce type d'outils sont des outils qui sont très vite classants. Les collègues se sont rendus compte que l'étudiant s'engage finalement assez peu avec vis-à-vis de cours qui sont uniquement offerts sur ce type de support, qui peinent à s'approprier le contenu. On reviendra sur ces éléments-là, mais c'est vraiment important, c'est-à-dire ce bon équilibre entre l'outil et le pédagogue. Alors, en ce qui concerne l'animation de cours, au niveau des enseignants que nous avons interrogés, donc 22, les avis convergent pour dire que les IA génératives remettent en cause les modèles d'enseignement traditionnels. Alors même si les cours en amphithéâtre, par exemple, ont encore toute leur légitimité, on a observé que certains collègues, bien sûr selon la matière enseignée, si elle s'y prête, reconnaissent se détacher de ce mode d'enseignement, voire même l'abandonner au profit de méthodes pédagogiques plus participatives, plus interactives avec les étudiants, bref, des cours qui tendent vers des méthodes de pédagogie inversée où l'étudiant devient co-constructeur du cours. Alors pour autant, hein, comme Cécile l'a évoqué, tout aussi aguerris sont les enseignants que nous avons interrogés, ils restent très prudents quant aux dérives potentielles liées à leurs usages.
Donc, c'est des enseignants qui vont chercher à comprendre les usages comme font les étudiants, parfois avant le cours, au début du cours, avec par exemple un questionnaire. Et ils vont surtout chercher à encadrer la manière d'utiliser les IAG pour apprendre et former les étudiants à une utilisation, on va dire, responsable et éthique. Le but du jeu, c'est d'éviter le syndrome qu'on craint tous, hein, c'est-à-dire le syndrome de l'étudiant qui, pour répondre à une question qu'on lui pose dans un travail, noté ou non, va poster un prompt plus ou moins bien écrit sur une IA générative et puis se contenter de faire un copier-coller de la réponse donnée sans être attentif aux éventuels biais informationnels, voire même aux informations erronées du fait du phénomène des hallucinations des IA. Donc, un souci qu'on a observé donc, chez ces enseignants aguerris, c'est d'abord d'utiliser les IAG mais pour développer l'esprit critique des étudiants. Alors, dans l'étude, on livre plusieurs exemples, hein. Parmi ceux-là, il y en a un que j'aimerais évoquer, euh, qui est celui d'un enseignant qui a développé la stratégie de soigner le mal par le mal. Alors, soigner le mal par le mal, en lui-même créant un cas d'entreprise en stratégie, dans lequel il a introduit délibérément des erreurs. Alors, mais des erreurs que une IAG ne sera pas en mesure de détecter, puisque bon, c'est un cas qui n'est pas publié sur la toile, mais que lorsque les étudiants soumettront à l'IAG, eh bien, cette dernière s'en servira de base de référence et sera de ce fait à même de produire des réponses qui seront biaisées et erronées. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir montrer aux étudiants à quel point il est facile pour une IAG de produire de faire des propositions qui sont erronées ben, du fait du nombre de fake news qui circulent sur Internet. Un autre exemple, hein, parmi ceux qui sont dans l'étude, c'est la stratégie qui consiste à faire un travail aux étudiants où on va leur demander alternativement d'utiliser les IAG et de ne pas les utiliser et de faire la comparaison entre les deux scénarios. Alors là, c'est le cas d'un collègue hein, qui, dans le domaine du marketing, avait d'abord demandé aux étudiants de développer un argumentaire commercial en faveur d'une société par rapport simplement aux informations qui figuraient sur son site Internet. Donc là, les étudiants n'avaient pas le droit, dans un premier temps, d'utiliser les IAG. Et puis, dans un second temps, il leur a ensuite demandé de faire le même travail, mais en demandant des réponses à ChatGPT. Alors, dans le cas qui est traité, qui est détaillé dans l'étude, là, les étudiants eux-mêmes ont pu être surpris du fait que leur argumentaire euh, était apparemment de meilleure qualité que ce qu'avait proposé ChatGPT. C'est très certainement dû aussi à l'interaction, au travail de groupe des étudiants et, je dirais, des valeurs ajoutées qu'un mode interactif de travail comme ça peut faire apparaître. Alors, autre volonté hein, des enseignants dans l'animation du cours où ils mobilisent les IAG, c'est de soutenir leur créativité. Hein, là encore, on veut éviter le syndrome du copier-coller. Donc, on cherche à stimuler chez eux une valeur ajoutée. Hein, et parmi les cas qu'on a observés, il y a celui qu'on souhaitait mentionner d'une collègue qui a euh, demandé à ses étudiants de développer une vidéo deepfake, c'est-à-dire que les étudiants devaient en groupe travailler à l'élaboration d'une affiche publicitaire et d'un spot également pour produire un service ou un produit totalement fictif. Et l'idée, là encore, bah, c'était de développer leur esprit critique et puis de les faire amener à se rendre compte de quelle manière il est facile de produire des informations qui sont erronées, non fondées sur la toile, avec les IA génératives. Animer un cours, on peut le faire également en utilisant soi-même les IA génératives. Et un des cas les plus avancés qu'on a observé parmi nos interviews, c'est le cas d'un enseignant qui, lui, a fait le choix de développer son propre avatar conversationnel. Donc, par rapport aux questions souvent redondantes que posaient ces étudiants, ben, il a fait le choix de développer comme un chatbot hein, auquel les étudiants pouvaient directement poser leurs questions et puis obtenir donc des réponses préformatées hein, par l'IA.
Ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant reconnaît que même au-delà du côté avancé, sexy de l'application qui a été proposée, ben, lui, il a fait l'observation que malgré tout, les étudiants préféraient lui poser, de continuer à lui poser directement les questions, que ce soit en cours ou que ce soit éventuellement par email. Alors, ça nous montre quand même que même à l'ère des IA génératives, ben, peut-être que ces outils-là n'échappent pas à la théorie de la richesse des médias, hein, qui expliquait que psychologiquement, un individu, en termes de confiance ou de réduction d'ambiguïté d'information, va chercher à privilégier des interactions de vive voix, hein, que ce soit en face à face ou par la voix. Dernier point pour l'animation des cours et développer l'esprit critique et la créativité des étudiants, c'est le fait que nos enseignants interviewés, pour une bonne part, mobilisent les IAG pour initier leurs étudiants à la recherche et en particulier à des revues de littérature avec, par exemple, des IAG qu'a évoqué Cécile avec Research Rabbit ou Elicit, ce genre d'IAG spécialisé. Donc là, on est plutôt quand même sur des étudiants de niveau Master 1, Master 2 qui ont un mémoire à faire et pour lesquels ben, les enseignants les incitent à utiliser ces outils-là outre pour l'analyse de la littérature, pour affiner leurs problématiques, voire pour trouver des idées de théorie qui font sens avec la problématique qui souhaitent traiter dans leur mémoire. Notons que nous avons eu le cas hein, d'une collègue qui, elle, hors des travaux pouvant être faits dans le cadre de mémoire, a demandé à ses étudiants, pour les initier à la recherche, de répondre à un call for papers qui avait été publié par une revue académique. Alors bien sûr, là, l'idée, ce n'était pas de les amener à produire par eux-mêmes un article scientifique, hein. C'était de produire, de les faire réfléchir sur la manière de répondre à ce genre d'appel à articles et d'élaborer une ébauche de problématiques, de théories qui pourraient être mobilisées ou d'un protocole méthodologique qui pourrait être mis en œuvre à cet effet. Après l'animation d'un cours par les IAG, notre étude a également porté sur la manière avec laquelle on peut évaluer les enseignants, évaluer les étudiants. Mais avant ça, ce qui ressort de nos interviews, c'est que par rapport à la réponse à la question qui nous taraude tous, c'est-à-dire quel est l'avenir de notre métier à une époque où des IA génératives peuvent a priori faire certaines tâches mieux que nous, est-ce qu'on ne sera pas remplacé un jour par des IA génératives? Eh bien, la réponse, elle n'est pas nouvelle, hein. On en a parlé à différentes périodes. Les IA génératives, nous, ne font que confirmer le fait que la plus-value de l'enseignant-chercheur pour les étudiants, c'est ses recherches, hein, c'est-à-dire sa capacité à produire des connaissances nouvelles et pas simplement à transmettre des connaissances préexistantes. Et puis, c'est également quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est ses qualités d'animateur. Voilà. Alors, même si on vit à une époque où maintenant on a l'habitude de médiatiser nos relations avec les étudiants, avec des plateformes d'enseignement, avec des vidéos, avec de la vidéoconférence, ce qui ressort des interviews qu'on a menées, c'est que malgré tout, les étudiants ont besoin de ce contact humain, physique, face à face, avec leur enseignant. Donc ça, c'est deux points sur lesquels je pense que les IA génératives ne sont pas encore prêtes pour nous remplacer. Très bien. Alors maintenant, le troisième grand, on va dire, domaine d'application dans lequel nos collègues développent des usages avec les IA génératives concerne l'évaluation des étudiants. Alors tout d'abord, ils ont été nombreux à insister sur le fait que ils allaient revenir à une évaluation qui était une évaluation traditionnelle. Donc ça veut dire finalement, ben, je vais cesser tout ce qui va concerner les évaluations à distance, tout ce qui va concerner la remise, par exemple, au professeur d'un projet où on laisse quelques jours, voire une semaine ou deux aux étudiants pour réaliser ce projet ensemble.
il y a une vraie volonté de se dire, bah non, maintenant c'est terminé, je vais vraiment repenser mon évaluation entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire ben, du papier, un papier stylo ou un oral. Et comme ça, j'arriverai vraiment à savoir ce qu'a réellement acquis l'étudiant en termes d'apprentissage durant mon cours. Un petit point aussi qu'il est à noter, là, que je vois dans le deuxième, qui est inscrit dans le deuxième verbatim, c'est que nombreux sont les collègues qui, avant ChatGPT et compagnie, avaient tendance à diffuser leur grille critériée à leurs étudiants pour leur dire, bah voilà, moi, vous allez être évalué sur tel ou tel point, voilà un peu comment j'imagine le pondérer. Sauf qu'on s'est rendu compte très très vite que cette grille critériée était un prompt absolument parfait pour réévaluer après coup sa copie, faire réévaluer sa copie par ChatGPT et du coup ben, revenir ensuite voir l'enseignant en disant mais là je comprends pas, l'IA, compte tenu de vos critères, l'IA elle me met 14, vous m'avez mis 11, voilà je demande à être réentendu ou à être corrigé à nouveau, etc. Sans compter le fait qu'on peut aussi avec des grilles critériées très précises demander à l'IA de construire sur un thème particulier un dossier qui répondrait à ces critères-là. Donc, Régis, si tu veux bien, donc voilà, donc oral, QCM avec tirage aléatoire, je viens d'en parler. Deuxième euh, point saillant ressortant de nos interviews, c'est que soit on va avoir des collègues qui ont complètement abandonné l'évaluation à distance, soit on va avoir des collègues qui vont articuler ces deux types d'évaluation. Donc, à la fois, si vous voulez, essayer d'évaluer vraiment l'étudiant, mais également d'autoriser le fait que effectivement il peut partir chez lui et faire ses devoirs à la maison sans aucun problème particulier. Donc, du coup, le troisième point, ça impliquera du coup en revanche, qu'on va beaucoup insister sur la production par l'étudiant d'une analyse critique de sa démarche de recherche en utilisant les IAG. C'est-à-dire que là, dès l'instant où on laisse les étudiants faire des travaux chez eux ou qu'on leur laisse un accès Internet lorsqu'ils réalisent leurs travaux en classe, enfin, il y a une chance très, très forte, donc près de 50%, que tout niveau confondu, qui ira utiliser une IAG. Et pour rappel, hein, si on est en niveau master, les derniers surveys qui sont sortis en mai-juin, la première partie de l'étude FNEJ l'évoque, hein, c'est 99% de nos étudiants en master qui aujourd'hui utilisent des IAG généralistes. Et parmi ces 99%, c'est un tiers, près d'un tiers, qui utilisent des IAG payantes, c'est-à-dire qui payent un abonnement pour pouvoir avoir accès à des fonctionnalités plus avancées. Donc, dans cette configuration-là, les collègues qu'on a interviewés ont considéré que les étudiants qu'ils avaient en face d'eux utilisaient les IAG et que, au lieu d'adopter comment dire, une posture d'interdiction, alors il pourrait être très très intéressant de leur demander de porter un regard critique sur cette utilisation, c'est-à-dire bien expliquer à partir de leur prompt, de l'analyse de leur prompt, pardon, bien expliquer ben, finalement dans quelle mesure ces IAG ont été une opportunité pour eux d'avancer, et notamment en termes de découvertes, nouvelles idées, etc. Mais également quand est-ce qu'ils ont abandonné ces IAG pour aller faire autre chose. Donc là, c'est de plus en plus le cas. Je crois qu'on avait 100% quasiment des personnes interviewées qui mettaient ça en place. Une autre pratique, je pense, qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on on accepte le fait que les étudiants travaillent à l'extérieur d'une salle de classe dans un environnement qui n'est pas évaluation traditionnelle à l'ancienne, c'est pour le mémoire. C'est-à-dire que le mémoire, il questionne énormément nos collègues aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec le mémoire? Une solution qui a été trouvée par certains des collègues, c'est de revoir la pondération. C'est-à-dire de considérer qu'effectivement, ben, l'écrit allait être très largement assisté par l'outil,
de rajouter une partie, une section vraiment dédiée où on pose un minimum de pages pour une analyse critique de la démarche de recherche et donc dire, ben voilà, tu as utilisé les IAG, comment ça s'est produit. Et puis de surpondérer l'oral, c'est-à-dire que c'est vraiment la soutenance orale qui va remporter, on va dire, la note. Enfin, un dernier usage dans ce domaine de l'évaluation des étudiants, ben, c'est justement la correction des copies, c'est-à-dire l'aide à la correction des copies. À noter que qu'un des enseignants-chercheurs, et on était dans une discussion vraiment à parler vrai, hein, étant enseignants-chercheurs nous-mêmes, c'était assez intéressant d'ailleurs, mais aucune des personnes que nous avons interviewées ont totalement confié la correction de leur copie aux IAG. Ça n'a pas d'intérêt vraiment majeur. En revanche, ils ont vraiment considéré que l'outil pouvait être un assistant. Et c'était un peu ça. C'était un peu comme si j'avais un assistant de recherche, finalement, un jeune doctorant à qui je confiais la correction de certaines copies. Et puis moi, ensuite, je reprends ces copies ou j'en prends quelques-unes au hasard et je vérifie. Je vérifie si c'est le cas. J'améliore petit à petit cette correction et j'essaye d'apprendre à mon assistant. Bah là, avec l'IAG, il y avait vraiment cette démarche-là qui a été adoptée. Donc ça, c'est important, hein. Une aide à la correction, mais pas une correction totale. Alors, même si l'étude se concentrait sur les usages des IAG dans la pédagogie, les enseignants interrogés ont de manière naturelle évoqué aussi leurs usages pour mener à bien leurs recherches. Alors, on va passer rapidement sur cette diapositive, puisque ce n'est pas l'élément central de l'étude, mais malgré tout pour souligner que on voit une corrélation entre la manière avec laquelle les enseignants utilisent les IAG dans le cadre pédagogique et puis la manière avec laquelle ils les utilisent aussi de manière soutenue, approfondie, dans le cadre de leur recherche. Que ce soit pour faire de l'analyse de la littérature avec des outils d'IAG que nous avons déjà évoqués, Research Rabbit, Elicit et d'autres. Que ce soit aussi pour faire de l'analyse de données. Alors, de ce que des personnes qu'on a interrogées, on n'a pas pour observer de remplacement d'outils d'analyse statistique comme SPSS par exemple, par des IAG. Il y a des fois une utilisation combinée des deux. Mais en revanche, ce qu'on a observé, c'est l'utilisation d'IAG pour traiter des données qualitatives, hein, pour les synthétiser, les agréger, les classer, etc. etc. Notons aussi le cas d'utilisation d'intelligence artificielle pour faire relire un article avant de le soumettre à une conférence ou à une revue avec des prompts qui vont préciser ben, la conférence ou la revue qui est ciblée et où, dans le prompt, ben, on va demander à l'IAG de jouer quelque peu le rôle d'un reviewer, hein. Donc, et même avec, il peut y avoir le cas inverse, hein, c'est-à-dire où l'enseignant-chercheur doit évaluer un article et lui-même évaluateur et pourra demander, s'appuyer sur les recommandations d'une IA générative. Alors, c'est un phénomène qui est émergent, mais qui pose déjà question hein, au niveau des revues académiques, parce que certaines d'entre elles ben, finalement, réagissent un peu comme certains établissements d'enseignement ont réagi lorsqu'on a vu ChatGPT apparaître, c'est-à-dire que certaines revues interdisent aux reviewers d'utiliser des IAG pour faire le reviewing des articles qui, leur sont, qui doivent évaluer, mais se pose la question de savoir comment on fait pour mener à bien, pour faire respecter ce genre d'interdiction. Euh, Plus que jamais, hein, je reviens sur un élément qui a été dit, les IAG font ressortir que la plus-value d'un enseignant-chercheur dans le domaine du supérieur réside dans sa capacité à faire de la recherche, à créer de nouvelles connaissances, à faire des publications et à se les approprier et à les mobiliser dans le cadre de son enseignement. Ce n'est pas un débat qui est nouveau, c'est un débat qui est ancien, qui est peut-être propre au cas des enseignants dans le supérieur, mais les IAG, plus que jamais, nous le font ressentir. Alors, pour en terminer, nous avons émis trois préconisations
dans ce rapport à destination de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mais également des communautés scientifiques. La première préconisation, elle part du constat que aujourd'hui, il y a quand même un décalage, oui, enfin du moins au regard de ce que nous avons, des interviews que nous avons analysées, il y a un décalage entre des écoles, les écoles de commerce qui sont des précurseurs en la matière, et des universités qui seraient plutôt suiveurs. Alors, en tant que tel, c'est pas un problème fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande acceptation du risque, on va dire, chez les écoles de commerce, versus des effets peut-être d'inertie bureaucratique associés à une posture de prudence, on va dire, chez les universités. Toujours est-il que ce qui nous paraît assez important, c'est déjà pour les universités, il faut qu'elles fassent quand même il faut qu'elles fassent attention, c'est-à-dire que adopter une posture prudente, c'est quelque chose qui paraît être particulièrement pertinent, mais il ne faut pas dériver vers une posture qui serait plus attentiste et qui risquerait de faire basculer, on va dire, les composantes, notamment en gestion, dans la catégorie des retardataires. Donc, dans ces circonstances, compte tenu de ces conditions-là, ce que nous, on s'est dit que il était quand même assez intéressant de rentrer plutôt dans une logique de collaboration et de envisager, pourquoi pas, la constitution d'un collectif d'enseignants-chercheurs en gestion visant à s'approprier les IA génératives pardon, au plus près, au plus juste des besoins métiers. En cela, c'est vrai on rebondit, on a fait référence d'ailleurs au rapport SFM qui a été publié en janvier 2024 et qui milite pour une régulation conjointe par les enseignants-chercheurs afin de renforcer leur collectif, leur capacité à se penser comme complémentaires, leur capacité à peser collectivement. Ben, on s'est dit, cette même tendance-là, cette même approche, elle pourrait très bien être appliquée au domaine des IA génératives dans notre métier pour penser, si vous voulez, pour essayer de se dire, ben voilà, nous, on est capable de réfléchir ensemble à ce que on veut faire avec ces outils et non pas se laisser imposer par les éditeurs des pratiques qui finalement correspondraient moins bien nos visées, on va dire, professionnelles. La seconde préconisation concerne l'accompagnement des enseignants. Aujourd'hui, on assiste à un foisonnement de ressources pour s'auto-former ou à l'utilisation des IA génératives. Alors, dans notre domaine, hein, plus proche de nous, on peut citer les ressources des webinaires tels que ceux qui ont été organisés par la FNEJ ou par l'ONEJ dans le cadre des petits déjeuners. Il y a également des modules de formation qui sont proposés soit par des établissements d'enseignement, soit par des associations académiques. Mais à notre sens, les IA génératives dans l'enseignement, ce n'est pas simplement se former à leur usage hein, et à leur fonctionnalité. C'est aussi revoir sa propre méthode pédagogique hein, et savoir comment on reconstruit, enfin comment on reconstruit ou voir comment on transforme son cours avec la mobilisation des IA génératives. Donc, dans l'étude, nous défendons l'idée d'un accompagnement qui serait plus personnalisé auprès des enseignants. Alors, certaines écoles, certains instituts interrogés dans le cadre de l'étude le font déjà. À notre sens, il s'agirait de chercher à le généraliser, généraliser ces accompagnements où l'enseignant serait, pour être pris en main par des pairs, par d'autres enseignants, ayant expérimenté justement la mise en œuvre d'IAG dans le cadre de cours pour l'aider sur mesure eh bien, à modifier, voire à transformer son cours. Donc c'est un message que nous adressons dans le rapport, non pas au ministère ou à ses déclinaisons, au risque qu'elles se perdent dans les méandres de la bureaucratie, mais plutôt aux établissements d'enseignement et aux associations académiques, parce que je pense que c'est par le terrain, hein, par les acteurs du terrain, qu'il faut essayer d'avancer sur ces questions-là. Enfin, une dernière piste est celle du développement, hein, de la conception et du développement d'une IA générative spécifique à l'université ou aux universités françaises. Et là, une piste intéressante est celle de ce qu'on appelle le RAG, hein, c'est-à-dire la génération augmentée de récupération. Pourquoi est-ce que cette piste est intéressante? Parce qu'elle peut nous permettre, on va dire, de traiter toutes les limites ou les questionnements éthiques associés à l'usage de ce type d'IA générative. En particulier, on parle
on parle des hallucinations hein, de l'IA, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut gérer et puis réduire ces éléments-là, mais surtout, quelle protection de nos données lorsqu'on interagit avec des grands des grands noms, voilà, en passant à OpenAI, etc. C'est-à-dire quand on interagit avec des LLM qui sont principalement aujourd'hui nord-américains, quel traçage de nos données? Quelle réutilisation de nos données? Tous ces questionnements-là sont des questionnements qui sont particulièrement sensibles hein, chez nos interviewés. Et c'est vrai que une IAG propre à l'enseignement supérieur et la recherche pourrait être une piste, c'est-à-dire on l'envisagerait comme un bien commun numérique qui pourrait s'inscrire dans un écosystème qui est à la fois constitué d'écoles de commerce et d'universités. Alors, c'est des choses qui sont déjà en train de se mettre en place. Dans le rapport, on donne l'exemple du RAG à Rennes, hein, c'est-à-dire que l'Université de Rennes a déjà développé ce type d'outils à partir d'un LLM open source, donc en l'occurrence celui de Mistral, qui est un LLM français. Euh, Ça renforce des capacités de LLM, ça donne accès à des sources supplémentaires, ça va beaucoup plus cibler les réponses, on va dire, sur les besoins métiers, en particulier en recherche. Maintenant, voilà, il faut aussi être un petit, il faut pas non plus adopter un point de vue trop naïf. À l'heure actuelle, les RAG sont pas forcément les outils tels qu'ils sont mis en place dans les universités sont pas forcément aussi efficaces que les outils qui sont proposés, les grands LLM qui sont proposés par les grands acteurs nord-américains. Et donc, les collègues peuvent avoir parfois développé des usages, on va dire combinés de LLM locaux et de LLM plus pour le coup, qui développe des fonctionnalités plus performantes. Je pense que là, il faut conclure rapidement, Régis. Bien, on y va. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, ou redire plutôt, hein, c'est que tant que nos méthodes d'enseignement et d'évaluation resteront basées sur l'exactitude de résultats rendus par des étudiants à des questions ou des exercices qui leur sont donnés, bah, l'IA générative ressortira gagnante parce qu'elle a des capacités de calcul que nous tous réunis, nous n'avons pas. Ensuite, alors même que le cours magistral conserve encore toute sa légitimité, hein, ne serait-ce que dans des séances inaugurales ou des séminaires, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que le temps est probablement venu à de nombreux cours à céder leur place à des méthodes plus participatives, voire de pédagogie inversée, où l'étudiant est libre de se servir de tous les dispositifs de son environnement pour lui-même construire son apprentissage sous la forme d'un projet. Peut-être que le temps est venu aussi pour des évaluations davantage centrées sur le processus par lequel les étudiants ont construit leur analyse et développé leur esprit critique. Et pour terminer, d'ailleurs, ce qu'on vient de dire fait écho à une citation de celui qui a été mon maître hein, et que je ne peux pas m'empêcher de ne pas citer, Jean-Louis Lemoigne qui disait, il n'avait pas attendu l'apparition des IA génératives pour le comprendre. Jean-Louis Lemoigne, donc, il disait, la connaissance humaine est processus avant d'être résultat. Elle se forme dans l'action et dans l'interaction. Elle est projective plutôt que subjective. Merci pour votre attention. Merci. Merci à vous deux. Donc maintenant, on va passer à la question-réponse. Donc, d'abord, j'ai une remarque de Gabriella parce qu'elle a des problèmes de connexion. Donc, je confirme que la présentation est enregistrée et donc elle sera mise à disposition une fois qu'elle aura été un petit peu montée d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de la FNEJ. Ensuite, on a une question. Alors, ensuite, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je rappelle que pour poser des questions, il faut passer par l'outil Q et R et que moi, ensuite, je fais votre porte-parole pour retranscrire ces questions. Vous ne pouvez pas poser des questions à l'oral. Donc, Q et R, hein, pas le chat. Ensuite, on a ça, c'est par rapport à Mounia qui avait levé la main. Ensuite, on a une question en deux parties de notre collègue Erwan Lamy sur la dimension éthique. Alors, pas la dimension éthique des étudiants au travers des différents prismes de fraude, mais sur la dimension éthique pour les enseignants-chercheurs, notamment lorsqu'il s'agit de générer des contenus. Donc, je pense que ça fait référence donc, partiellement à la partie juridique sur les droits d'auteur, mais au-delà de cette dimension juridique, sur
Quelle éthique pour l'enseignant-chercheur qui va générer des contenus pour faire ses cours, tels que vous l'avez évoqué, pour évaluer les copies et comment, ben, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas dans notre domaine. Ça Euh, vous s'envoie. alors, non, je cherche à réfléchir à la réponse. Je dirais, je crois qu'il faut, on est peut-être à une époque où il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend comme question éthique. Est-ce que l'éthique a l'air des IAG? Si l'éthique reste la considération qu'on en a sur un plan juridique, c'est-à-dire que la création reste le fait de la plume de son auteur, hein. Je crois que même dans les textes de droit, il y a la notion de on doit reconnaître la plume de son auteur. Et donc, le seul travail intellectuel de quelqu'un qui écrit à la main ou sur un clavier d'ordinateur, je pense que si c'est de cette éthique-là dont on parle, là, elle est remise complètement en considération, effectivement, dans le cadre des IAG. D'autant que maintenant, ça a été évoqué par Cécile, on peut demander aussi à une IAG de s'inspirer de son propre style d'écriture pour générer du texte, que ce soit des études de cas ou pourquoi pas de la recherche. Bon. Cette éthique-là, je pense qu'elle est remise en question par les IAG. Alors, peut-être qu'il faut revoir ce qu'est l'éthique, hein. Edgar Morin disait dans la méthode que l'éthique, c'est quelque chose de procédural et qu'il n'y a pas d'éthique absolue. Il y a des niveaux d'éthique qui sont presque satisfaisants au niveau de Simon. Et je pense que la question d'éthique, là, elle reste dans la manière avec laquelle ben, on essaye de maintenir de faire en sorte que nos écrits et nos étudiants, la manière avec laquelle on va utiliser ces supports, conservent, je dirais, leur esprit critique. Et puis qui soient capables justement de développer des prompts qui sont intelligents, qui sont personnalisés, qui sont eux-mêmes évolutifs par rapport au contexte, hein, qu'on n'est pas dans le simple syndrome du copier-coller bête et méchant. Donc, je crois il peut y avoir un décalage, je pense, de la question de l'éthique sur le contenu intégral, original de son auteur, vers un aspect éthique qui va être plus lié à l'interaction de l'utilisateur avec la machine au regard de la capacité qu'il aura à développer des prompts, quoi. Je veux dire, je pense que l'originalité, elle sera là maintenant sur la capacité qu'on a à à créer des prompts intelligents avec une IA générative. Et d'ailleurs, dans le domaine du droit, je crois qu'ils sont en train de se poser des questions à ce niveau-là. Je complète. Je pense que l'éthique, enfin, comment dire, la prise de conscience, en fait, hein, l'importance de l'éthique dans nos usages, ça va aussi passer par la connaissance de ce qu'on est en train de faire avec quel type d'outils. Et ça, c'est, à mon sens, vraiment aussi collectivement quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. Que disait, c'est notre préconisation, pardon, numéro 2, hein, ce dont parlait Régis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il est très, très important de former les collègues à quels outils, pour quoi faire. Et puis, on peut même se poser la question, hein, quel impact en termes écologiques de ce type d'outils. Par exemple, il y a aujourd'hui des travaux qui mettent en avant le fait que générer une image avec un outil du type ChatGPT, c'est vraiment, euh, en termes d'empreinte carbone, c'est quelque chose de catastrophique. À l'inverse, un texte-to-texte peut être est beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins, beaucoup plus durable, on va dire. Enfin, je pense pas qu'on puisse dire ça vraiment, hein. Mais beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'empreinte carbone autour de ça. Et dans ce cas-là, déjà ça, il faut déjà le savoir. Et puis de quel outil, avec quel outil on travaille? Est-ce qu'on travaille avec un LLM qui est plutôt un LLM ouvert du niveau européen, qui reste à être, qui s'attache à être très transparent, ou est-ce qu'on travaille avec ChatGPT, est-ce qu'on travaille avec Gemini, etc. Donc tout ça, déjà cette prise de conscience, cette connaissance, moi, me paraît importante. Parce qu'après, l'éthique, elle peut être aussi individuelle. Et dans ce cas-là, on la pense, mais à notre niveau. Le fait de ne pas avoir connaissance de ce qu'on est en train de faire, pour moi, est problématique. Merci. Alors, deux questions, une de Mohamed et une de Sabrina, qui sont autour de la sensibilisation des parties prenantes, donc qu'elles soient profs, étudiants, et sur comment on sensibilise et est-ce que la responsabilité serait celle
des profs eux-mêmes dans leur coin, d'une certaine façon, ou est-ce que c'est plutôt aux institutions de s'en saisir? Vous avez déjà un peu partiellement répondu à cette question, mais voilà. Bah, je veux dire, moi, je pense que ça se fait à deux niveaux, hein. C'est pas l'un ou l'autre. Euh, on peut attendre des institutions que il y ait des pratiques qui soient innovantes. Bon, Cécile, par exemple, elle citait le cas de l'université de Rennes et du RAG qui a été mis en place. Bon, ça, c'est bien sûr, c'était une politique qui était institutionnelle. Mais elle n'a pas été exempte également de résistance et de problèmes quant à son implémentation, hein, puisque c'est un outil qui venait, euh, qu'on souhaitait implémenter avec, auprès d'acteurs, des enseignants, mais également des administratifs qui, certaines déjà utilisaient ChatGPT. Donc, c'est pas exempt, je dirais, de résistance. Ce qui veut dire que, en fait, même si les institutions peuvent être innovantes, voire des précurseurs dans le domaine, ça n'empêche pas qu'on a besoin, dans l'enseignement supérieur, d'avoir ben, des profs, d'avoir peut-être aussi des administratifs et d'autres formes d'autres personnels qui vont développer, peut-être dans leur coin, dans un établissement, dans un département, des expérimentations avec des étudiants, avec des enseignants, que ce soit pour des cours, que ce soit pour de la recherche. Et je pense que c'est la conjonction des deux niveaux qui peut faire qu'à un moment donné, il y aura un véritable processus d'appropriation qui pourra se faire. Pour moi, ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Oui, donc il faut qu'on reste particulièrement vigilant au fait qu'aujourd'hui, ce qu'on retire de l'étude, c'est que tout provient aussi des bonnes volontés, c'est-à-dire qu'on a certains collègues qui veulent bien former les autres, etc. Mais tout ça, va s'ajouter aux tâches diverses et variées, et aux emplois du temps qu'ils connaissent à l'heure actuelle, et c'est juste pas tenable sur le long terme. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, c'est-à-dire quand est-ce qu'on accompagne les enseignants-chercheurs, quand est-ce qu'on forme les enseignants-chercheurs, et finalement on va toujours trouver des collègues autour de nous qui sont plus avancés que les autres et qui vont avec plaisir, hein, et enthousiasme proposer une première formation, une deuxième, une troisième, et puis à la fin, finalement, la question se pose, c'est est-ce que c'est vraiment à eux d'assumer tout cela? Donc je crois qu'il y a vraiment l'idée de poser une stratégie au sein de nos universités, notamment une stratégie bien pensée pour que tout ne repose pas uniquement sur les simples enseignants-chercheurs et leur bonne volonté. Merci. Alors ensuite, j'ai plusieurs questions qui pourraient se rapprocher. Peut-être une, juste pour nous faire sourire, de Marc qui demande qui sont les 1% qui n'utilisent pas les Marc Bidan, les IA, dans nos étudiants, les IA génératives. Donc c'est un choix courageux de leur part. Ils ont peut-être raison. Je ne vous demande pas de répondre à la question. Euh, Merci. il y a pas mal de questions qui sont autour de vos préconisations sur la suite, c'est-à-dire comment fait-on pour accompagner les enseignants? Donc, c'est aussi un peu la question de la sensibilisation. Alors, j'imagine que parfois, on demande un peu à la FNESH si elle va faire quelque chose. Je peux répondre déjà que la FNESH fait des formations plutôt dans le Mm. domaine des IA génératifs pour, euh, pour la recherche et qu'on est tout à fait disposé à créer des formations là-dessus. Mais et il y a même des propositions d'un collègue de l'ESSEC un programme de recherche pour intégrer tout ceci. Donc, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur les préconisations de ce point de vue-là? Alors, moi déjà, je peux te dire quelques mots sur les RAC, par exemple, hein, parce que c'est une piste qui est vraiment, vraiment prometteuse à mon sens. Sachant qu'on a aujourd'hui plusieurs universités, des écoles d'ingénieurs également, qui se posent la question de ce type de choses et qui cherchent à mutualiser, notamment toutes les infrastructures serveurs et les GPU qui coûtent extrêmement cher et qui pourraient vraiment permettre à l'université française de bénéficier d'un outil qui peut être un outil extrêmement performant, qui peut utiliser des LLM, donc en open source, mais pas forcément les plus, les moins performants, hein. On peut tout à fait imaginer aller chercher des LM qui le sont davantage. Et pour le coup, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites. Alors, j'ai envie de dire, nous, en local, à nos niveaux-là, à nos niveaux, pardon, peut-être déjà en informer notre gouvernance, parce que tout cela n'est pas forcément su de tous. Donc ça, c'est une première piste qui me semble importante et du coup diffuser un petit peu cette piste-là dans les hautes sphères de nos institutions respectives.
Merci. Ensuite, j'ai une question sur le repérage par des logiciels de la fraude dans les mémoires, dans des outils qui existeraient. Donc, l'outil n'est pas cité par Monia Ben Abdallah. Euh, Population, je pense, non? je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont fiables dans le domaine? Je vais transformer la question. Hmm. À ma connaissance, Compilation. non. Bon, à Euh, compilation, les de plus en plus, mais alors, le problème, c'est que alors, si la question porte pas sur la question du plagiat, hein, mais là, parce que le plagiat, juridiquement, c'est quelque chose qui est assez bien calibré. Par contre, si la question porte sur l'utilisation, entre guillemets, frauduleuse, donc ça veut déjà dire qu'on part du postulat selon lequel des étudiants qui vont utiliser les IA génératives font une fraude, hein, ce qui, sur un plan juridique, est pas évident du tout. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que, il existe des outils, effectivement, qui permettraient d'identifier une probabilité de chance qu'un étudiant ait eu recours à une IAG, mais malheureusement, il n'y a pas un niveau de fiabilité comme avec Compilatio, par exemple, dans le cadre du plagiat, qui permet de rendre ça tenable. Alors ça, c'est le premier point. Bon, parce qu'en plus, évidemment, les technologies ne font qu'évoluer dans ce domaine-là et ben, les outils qui ont essayé de détecter, d'être des détecteurs dans ce domaine, peinent également à suivre cette évolution. Et puis, l'autre problème central, c'est que bah, c'est un peu je ne sais pas si on peut appeler ça un vide juridique, parce qu'un vide juridique, ça appelle à être rempli. Je ne sais pas si on peut le remplir, ce vide-là, mais le fait qu'un étudiant ait recours à une IA générative, un texte d'une IA générative, n'est pas un plagiat au sens du droit. Parce que le texte est généré, il n'a pas été publié préalablement par un être humain. N'oublions pas que c'est une machine qui le fait. D'accord? Donc, derrière toutes ces choses-là, se pose la question du droit et puis de l'application du droit. Et j'ai pas, à ma connaissance, aujourd'hui, un tribunal administratif qui ait pu donner raison à un établissement d'enseignement sur le fait qu'un étudiant avait fraudé du fait de l'utilisation d'une IAG et devait donc être puni. Voilà. J'ai une question provocatrice de Erwan Lamy, qui est est-ce qu'on est encore un chercheur ou un enseignant honnête lorsqu'on utilise l'IA? Alors, pourquoi on ne serait pas? je réponds, est-ce qu'on était un enseignant-chercheur honnête lorsque on prenait des informations sur Wikipédia ou d'autres sources et lorsqu'on faisait éventuellement à la marge un réaménagement, un rephrasage du texte? Est-ce qu'on était honnête? Je pense qu'on restera. Est-ce qu'on était honnête en citant plus ou moins certaines sources, certains travaux, certaines recherches de collègues sans en vérifier la véracité? Voilà, on peut se poser la question. Ces questions-là, elles ont été récurrentes hein, à toutes les périodes, et même avant Internet. Hein, le plagiat n'a pas eu besoin d'attendre Internet, où on a eu des cas de recherche qui ont été basés sur d'autres travaux par le principe de l'accumulation des connaissances, mais simplement en se basant sur la confiance. La question de l'honnêteté, pour moi, là, elle est ici sur, là encore l'usage précautionneux qui va être fait de ces outils-là et la capacité que le chercheur déjà sera capable de rédiger ses prompts d'une manière intelligente et bien évidemment, d'aller vérifier les sources. Voilà. Alors, on arrive à la fin, puisque c'est un webinaire qui dure 1 heure, et après, je renverrai tout le monde à la lecture de votre étude. Il y avait une question un peu spécifique, parce que les autres tournent autour de qu'est-ce qui paye est-ce que c'est les établissements qui doivent payer les abonnements des profs pour les IA génératives? Tout ça, je ne pense pas que nous ayons de réponse ici. C'est dans le Hmm. cadre je dirais, des stratégies des établissements et plus généralement du ministère, parce qu'on nous demande aussi est-ce qu'il y a une stratégie ministérielle? Est-ce qu'on a une stratégie ministérielle, nous, quant à l'IA dans l'enseignement supérieur? Alors déjà, on aimerait bien avoir un ministre qui dure, donc c'est compliqué de parler de stratégie ministérielle sur le sujet. Mais est-ce que l'utilisation pour la relecture d'articles avant soumission n'est pas une forme de publication? Je vois pas trop Alors, pourquoi une ça le forme de serait. Pour, est-ce que, alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, est-ce que c'est moi, le, je le comprends. fait, Attends. le fait qui déjà que ça pose un problème d'authenticité, d'originalité de l'article qui va être soumis, du fait que
il a déjà été préalablement soumis à une IAG, c'est ça la question? Moi, c'est ce que je comprends. Je vois pas pourquoi, en fait, hein. C'est comme si on pourrait se poser dans ce cas-là la même question si jamais on faisait relire notre article, quand on fait relire notre article par les collègues. En revanche, je pense que là où il faut rester extrêmement vigilant, c'est que dès l'instant où je soumets cette relecture à une AI généraliste, il faut vraiment se poser la question de savoir si où vont les données. C'est-à-dire, est-ce que les données vont effectivement être prises pour Mais être réutilisées? Ça, c'est des questionnements qui me semblent être tout à fait essentiels. Et d'où, encore une fois, l'intérêt hein, d'IA générative dédiée à l'université, où là, bah, puisqu'il n'y a pas de connexion en dehors des serveurs entre les utilisateurs et les serveurs de l'université, la question se pose beaucoup moins. Mais je ne vois pas dans alors, quelle mesure ça serait une publication, là, je ne comprends pas. moi non plus. Alors, d'autant qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que le fonctionnement des IA génératives ne fonctionne pas comme un site web, comme un portail auquel on peut accéder à un contenu. Ce n'est pas une base de données auquel on peut soumettre des requêtes pour obtenir des réponses en retour. C'est-à-dire que si vous soumettez à une IAG un article que vous souhaitez soumettre ensuite à une revue académique, si votre voisin de bureau ou quelqu'un qui a eu vent de l'affaire va poser la question à une IAG, donne-moi l'article qu'a soumis madame ou monsieur machin sur le truc, je sais qu'il a été soumis, vous n'aurez pas la réponse. D'accord? Le principe d'une IAG n'est pas celui d'une base de données où on peut accéder à des champs qui auront été saisis ou alimentés par des scripts. Donc, le but du jeu, la seule chose, comme disait Cécile, c'est que l'article qui va être soumis va alimenter la base de référence hein, et qui va alimenter le modèle d'apprentissage de l'IAG. Et la question qui peut se poser, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait, alors pas seulement de votre rédactionnel, mais des données peut-être confidentielles que vous avez collectées sur le terrain. D'accord? Où ça part? Est-ce que c'est réutilisé? Est-ce que c'est vendu à des organismes? Ça, on ne sait pas. Ça, effectivement, on ne le C'était sait ça pas. la question, parce qu'il y a eu une précision qui a été donnée. Voilà. C'était Ça, on ne le demandé. sait pas. Voilà. Alors, ça évolue. Euh, Visiblement, maintenant, si vous prenez une version payante sur du chat GPT ou une autre IAG spécifique, si vous mettez vos données, si vos données ne sont pas dans le prompt, mais sont dans un fichier joint, je parle entre guillemets, parce que ça peut évoluer, hein, si vous les mettez dans un fichier joint, normalement, elles ne sont pas, a priori, elles ne vont pas alimenter la base de référence de l'IAG. Ouais, toujours est-il, ça nous permet de conclure toujours sur ce point-là, c'est-à-dire que prendre en considération l'éthique de nos usages, ça veut dire aussi déjà savoir ce qu'on est en train de faire avec quel outil. C'est-à-dire la prise de conscience et la connaissance de ces outils-là est essentielle pour ensuite faire ce pas de côté qui nous permet de prendre une décision en tant qu'individu, mais également en tant que collectif. Merci à vous deux. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu poser toutes les questions qui sont arrivées. J'ai essayé de les regrouper. Alors, parfois, on a l'impression que les questions n'ont pas trouvé de réponse. Il y avait, je crois, Alexandre Guillard qui indiquait pour la suite comment poursuivre les échanges. Ah, certes, ça il Mm. appartient aux acteurs de se décider. La FNEJ peut aider, bien entendu, de ce point de vue-là, mais ça doit venir aussi des acteurs. Alors, d'ores et déjà, je vous annonce que il y aura la remise des prix de la FNEJ et qu'il y a traditionnellement des tables rondes qui sont organisées. Celle-ci a lieu la prochaine fois le 11 juin et qu'il y aura une table ronde qui sera consacrée à l'utilisation des IA génératives. C'est aussi centré uniquement sur la recherche, à la fois toutes les opportunités qui sont offertes et toutes les questions éthiques notamment, mais pas que cela pose sur notre métier et sur notre activité de recherche. Et donc, on aura différents intervenants, dont certains sont déjà aujourd'hui devant vous, qui échangeront. Et donc, vous êtes conviés. Ça se passera à Paris, dans les locaux parisiens de l'EDEC cette année, puisqu'on change d'établissement chaque année pour cette remise des diplômes. Et donc, je vous invite à venir assister à cette table ronde. Et puis, en plus, ça permet cette fois-ci de se voir et de pouvoir échanger et de pouvoir poser les questions en direct aux différents intervenants, à la fois pendant la présentation et également ensuite dans les couloirs et autour d'un café.
Deuxième chose, la FNEJ fait des formations, hein, sur le sujet de l'utilisation des IA génératifs pour la recherche, hein. Il y en a qui sont autour soit de solutions type ArtiReb, soit plus généralistes qui vont être ouvertes. Et s'il y a des collègues qui veulent se lancer et proposer des formations qui seraient organisées par la FNEJ pour que les collègues, justement, soient accompagnés et trouvent des réponses et des aides, eh bien, nous, on est toujours à la recherche de ce type de formation à la FNEJ qui peuvent être utiles à l'ensemble de la communauté, que ce soit dans la dimension éducative ou dans la dimension recherche. Donc, si certains ont des idées et qu'ils étaient là aujourd'hui, ben nous serons très, comment dire, nous serons très bienveillants dans ces propositions qui pourraient arriver et qui pourraient contribuer justement à aider l'ensemble de la communauté. Et donc, je remercie de nouveau Cécile et Régis pour leur étude et pour leur présentation, et je me fais votre porte-parole pour vous Merci pour ton laisser remercier. invitation, Jérôme. Merci à vous. Merci à tous. Au Et je vous revoir. souhaite une bonne après-midi. Au Bon revoir. après-midi. Très belle journée. Au revoir.